14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures sur Sud Radio. Je ne cesse de vous le rappeler, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et c'est vraiment important de l'intégrer parce que à ce moment-là, vous saurez peut-être plus facilement poser vos limites ou si vous préférez, vous saurez vous faire respecter. C'est avec Jean-Charles Bouchou que nous allons voir pourquoi ce qui semble si simple est pourtant si compliqué. Pourquoi autant de gens ne savent pas se faire respecter, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial et bien sûr amoureux. Nous pourrons également vous donner les indices qui vous permettront de savoir quand quelqu'un dépasse les limites, vos limites, parce qu'après tout, on n'a peut-être pas tous les mêmes limites. Quels sont les ressentis qui devraient nous alerter? Alors, si vous pensez avoir autour de vous une personne toxique, dans quelque domaine que ce soit, eh bien, c'est le moment ou jamais de nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur un sujet essentiel qui devrait presque être enseigné Oui. à l'école. Oui, tu es quelqu'un d'important, on devrait apprendre à nos enfants, tu es quelqu'un de très important, tu es le centre de ton monde et il faudra que ça reste comme ça. À un moment donné, tu dois évidemment apprendre à respecter les autres, apprendre à respecter leurs limites, puisque je crois qu'on va parler des limites, mais en même temps être capable de dire où sont nos propres limites. Et ça, les enfants, on leur apprend pas ça. À nos enfants, on leur apprend soit mignon, soit sage, soit obéissant. Alors avec certains, ça marche, et ça marche même un peu trop bien, je trouve. Alors, les limites, c'est différent suivant les personnes. Mais écoutez, si je devais me définir, je commencerais par c'est difficile de définir son moi. Peut-être je serais tenté d'aller du côté de la peau. Je dirais, tout ce qui est en dessous de la peau, c'est moi, et au-delà de la peau, c'est non moi. Je me suis défini par rapport à une frontière. Et psychiquement, c'est ma capacité à dire non. Moi, j'en reviens aux enfants. Alors, sur la peau, déjà, ça va dépendre des personnes. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas gênées si on leur touche l'épaule, par exemple. Il y a des personnes qui ont déjà l'impression qu'on dépasse leurs limites. Ils ont une limite, il va falloir qu'ils apprennent à la dire. Ouais, moi, on ne me touche pas. Voilà, c'est vrai qu'on sait d'ailleurs que généralement les hommes sont moins gênés par... Ça dépend, moi j'ai des garçons. Non, je dis en général. Et j'en ai avec qui je suis très câlin et ça les amuse. Et j'en ai un, non, il n'aime pas qu'on se prenne dans les bras. Alors bon, je le respecte. Et ça, c'est déjà peut-être quelque chose qu'on peut apprendre à ses enfants. Si quelqu'un vous touche, que vous n'avez pas envie, il faut le dire. Oui, on apprend à nos enfants à être obéissants et à toujours dire oui. Or, comme je disais tout à l'heure, la frontière physiquement, ça pourrait être la peau. Psychiquement, c'est ma capacité à dire non. Quand je dis non, je dis mon contenant. Vous voyez, je dis ma frontière, ma limite. Après, je dirai mon contenu, qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Et on va pouvoir commencer à communiquer et avoir donc des choses en commun. Mais avant de communiquer, il est important que je sois capable de dire où se situe ma limite, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas. On sait aussi que dans le domaine, alors ça évidemment dans le domaine amoureux ça paraît essentiel, mais on sait que c'est pareil dans le domaine professionnel. Il y a des personnes qui vont se laisser abuser au sens psychique du terme, mais évidemment par un patron. Le terme est juste. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas en France, il y a des lois qui permettent de poser ses limites. Oui, de dire non. Mais oui, c'est vrai que dans des périodes de grand chômage comme en ce moment, c'est plus difficile parce qu'il y a cette fameuse angoisse d'abandon, mais qui n'est pas forcément que de l'angoisse d'abandon. Si je perds mon travail, je perds aussi le moyen de payer mon loyer, le moyen de pouvoir vivre tout simplement. Donc oui, des personnes ont peur de dire non au nom de cette angoisse d'abandon qui, bien souvent, dans le monde du travail au moins, est justifiée. Dans le monde amoureux, parce que ça existe aussi dans le domaine amoureux, c'est une autre histoire. Parce que moi, je pars du principe que quelqu'un qui m'abandonne, c'est forcément une bonne nouvelle. Ça aurait été dommage que la personne reste. Alors ça, sur le moment, on s'en rend pas toujours compte. Mais après, quand on a pris du champ, on se dit, mais oui, effectivement, cette personne n'était pas à sa place, elle a bien fait de m'abandonner. Quelle bonne nouvelle. Oui, et puis peut-être qu'elle vous abandonne aussi parce que le couple ne fonctionne plus et que quelque part elle a plus de courage que vous pour mettre fin au couple. Enfin bon, je veux dire, mais c'est peut-être aussi
différent suivant la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a été respecté en tant qu'enfant. Parce que, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai avec le nombre de fois où j'ai eu des témoignages de personnes qui se sont laissées, qui sont restées dans une relation toxique. C'est souvent des personnes qui, de toute façon, n'ont pas été très respectées dans leur enfance. Oui, puis qui sont habitués. Oui, effectivement, vous avez raison, qui sont habitués à la violence aussi. Donc, si j'ai subi de la violence ou si j'ai vu mes parents être violents les uns envers les autres, à un moment donné, pour moi, la violence, c'est quelque chose de normal. Moi, j'ai reçu des personnes qui me disaient, je vivais dans un climat de violence, et je me disais, ça doit être normal. Vous voyez à quel point nos émissions de radio et nos livres sont tellement importants, c'est qu'on dit non, ça n'est pas normal. Et la norme, s'il existe une norme, vous êtes la seule personne à pouvoir la poser. Peut-être que vous allez accepter une chose que votre voisin n'acceptera pas, et vice-versa. Les limites, vous devez apprendre à les poser là où vous le souhaitez. Alors, d'accord. Et quels sont les indices qui nous permettent de sentir qu'on dépasse nos limites ? Je me sens pas bien. Je me sens intrusé. Je ne sais pas si le verbe existe, j'en suis pas sûr. Mais on peut l'inventer, c'est pas grave, on parle vrai sur Sud Radio. On va réécrire le dictionnaire. Oui, je me sens intrusé, c'est-à-dire que la personne, elle se permet des choses que moi ne me convient pas. Donc quel est l'indice ? L'indice, c'est que je me sens mal. Hier, nous avons parlé des limites. Hier, nous avons parlé des dominants et des dominés. Et nous avons eu des spectateurs qui aiment être dominés et d'autres qui l'étaient et qui ne supportent pas. Vous voyez ? Donc, chacun voit midi à sa porte, comme on dit chez nous. Mais faut-il encore être capable de sentir qu'on n'est pas bien ? Et ça, c'est là où reprendre contact avec soi-même. Et reprendre contact avec son corps, parce que finalement, on a quoi ? Et notre société ne pousse vraiment pas. Bon, je ne vais pas vous redire, parce que j'ai donné cet exemple tellement souvent, mais ça m'avait choqué cet été, les panneaux qui disaient « Pensez à vous hydrater ». Merde, il fait chaud, j'ai soif, je vais m'hydrater. J'ai pas besoin que le gouvernement vienne me dire « Pensez à vous hydrater ». Mais on peut penser que si ce panneau existe, c'est peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement déconnectés d'eux-mêmes qu'ils ont soif et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, il faut que Sa Majesté vienne nous dire, allez, pensez à vous hydrater. Je donne cet exemple parce qu'il m'avait marqué, mais il y en a tellement d'autres, quoi. Tellement d'autres où nous sommes totalement déconnectés de nous-mêmes. Alors, je ne sais pas comment on se reconnecte à soi-même. Déjà, on prend par nos sens, enfin, il me semble, par nos sens. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne, je prends un exemple très concret pour que justement tout le monde comprenne bien. Si la personne avec qui on est fume sans cesse dans le salon et qu'on est incommodé par l'odeur de la cigarette, quelque part, il ne nous respecte pas. Non, j'ai envie de dire, c'est nous qui ne nous respectons pas. Parce que si vous dites à quelqu'un, écoute, la cigarette me dérange, je comprends que tu as envie de fumer, va fumer dehors, on a posé sa limite, quoi. Oui, bien sûr, mais je veux dire, nos sens sont nos signaux d'alerte. Si, par exemple, on a envie je sais pas, d'écrire et que l'autre met la télé à fond, nos oreilles sont dérangées. Et donc là, quelque part, il faut apprendre à cohabiter. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, mais c'est pas toujours facile parce que. Mais je veux dire, là, j'essaye de donner des indices concrets. Achetez-lui un casque. Oui, non, mais nos sens sont des repères déjà. Si on est dérangé par le bruit, par l'odeur, par la vue, par le goût, enfin déjà, on peut-être se poser la question que quelque part, on n'est pas respecté ou on ne se respecte pas. C'est plutôt on ne se respecte pas. Moi, je préfère, je vais faire de vous des personnes responsables, si vous me le permettez, plutôt que des victimes. Moi, l'idée de la victime, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. J'ai été victime à un moment donné, d'accord, parce que j'étais pas informé. Voilà, avec Brigitte Lahaye, nous vous informons. Vous êtes le centre de votre propre monde et vous devez poser vos limites et dire ce que vous êtes d'accord de vivre et ce que vous n'êtes pas d'accord de vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase quand je dis souvent, si on ne sait pas dire non, c'est qu'on ne sait pas dire oui à soi-même ? Exactement, oui. Le non, je le disais tout à l'heure, c'est le contenant, c'est comme la bouteille, c'est le contenant, et le contenu, c'est la capacité, effectivement, aussi à dire oui, à accueillir la vie, mais il ne peut pas y avoir de oui sans qu'il y ait eu un non qui ait été posé à un moment ou à un autre. D'ailleurs, le petit enfant, vers l'âge de 3 ans, c'est là qu'il apprend son non, et en même temps, il apprend à dire non. Oui, enfin, 2-3 ans, Oui, c'est vrai. Alors, autre question, Jean-Charles Bouchou, dans la relation affective et plus particulièrement sexuelle, est-ce que c'est se respecter, par exemple, de rester avec quelqu'un alors qu'on a beaucoup de désirs sexuels qui ne veut plus faire l'amour ? C'est une vaste question que vous me posez là. Je ne sais pas, chacun trouvera sa réponse.
Si l'autre n'a plus envie d'avoir de rapport sexuel, si moi j'en ai envie, effectivement, non, la relation ne va pas pouvoir perdurer. Ou alors, il faut que l'autre accepte que j'aille me satisfaire ailleurs. Parce que vous savez, il y a une chose importante à comprendre aussi, c'est que mon conjoint n'est pas là pour me satisfaire tout le temps et partout. Donc, par exemple, je peux avoir quelqu'un qui fait très bien l'amour et on a des rapports sexuels satisfaisants, mais par contre, il n'aimera pas discuter philosophie avec moi. Mais je peux avoir des amis avec qui je vais aller faire ça. C'est pas tromper. Hein. Alors si sexuellement l'autre n'a plus du tout de désir, mais si j'ai envie de continuer de vivre avec, peut-être qu'il va falloir que j'aille me satisfaire ailleurs. Ça serait bien qu'il soit au courant. Ça serait bien que ce soit mis en débat d'abord. Tu n'as plus envie de rapport sexuel, moi j'en ai besoin. Est-ce que tu es d'accord pour que je me satisfasse ailleurs et puis que nous restions ensemble? C'est un débat à avoir à la maison. Hein. Mais l'autre a le droit de ne pas avoir de désir sexuel aussi. Hein. Oui, on n'a pas à le forcer non plus, Voilà. parce que sinon c'est l'autre qui ne se respecterait pas en se forçant à avoir des relations sexuelles. Donc on voit bien finalement que le respect et les limites qu'on pose dans une relation de couple, parce qu'on va essayer plutôt d'être dans ce domaine-là, ou encore que pourquoi pas aborder d'autres domaines, c'est de la communication et puis c'est des réajustements quotidiens. Oui, nécessaire. Et vous savez, le non pour beaucoup est vécu comme une violence. Et effectivement, c'en est une. Si je vous dis non, ça crée une frustration. D'abord, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça, vous pouvez le dire plus souplement. Mais vous savez très bien que je ne vous dirai pas non, de toute façon, Brigitte. Enfin, c'était un exemple. Donc, le non est une violence. Mais en même temps, quand je dis non, je dis mon contenant, je disais tout à l'heure, donc je dis que je suis un sujet qui existe, mais en même temps, si je suis un sujet qui a une frontière, je vous donne une frontière à vous et je vous reconnais en tant que sujet. Alors que si je vous dis tout le temps oui, je ne suis pas sujet. Et si je ne suis pas sujet, je ne peux pas vous poser en sujet. Je suis un objet, je vous pose en objet consommateur, si vous voulez. Moi, je suis l'objet consommé. Vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de dire, ça doit surprendre beaucoup de gens qui justement ont du mal à dire non dans la relation, ont tendance à ne pas oser demander. Mais vous savez, quand on était petit, encore une fois, on nous a dit « sois mignon ». Elle est belle cette phrase quand même, « sois mignon, sois gentil ». Dis toujours oui, mange ta soupe, fais plaisir à maman, mange ta soupe. Ou fais plaisir à papa d'ailleurs. Quand on était petit, je ne sais pas si ça se fait toujours, on disait une cuillerée pour maman, une cuillerée pour papa. Non. Une cuillère pour toi. C'est pour toi, quoi. Bon, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. On va vous aider pendant ces 2 heures à vous respecter. Vous allez voir, à 16 heures, vous ne serez absolument plus le ou la même grâce à Jean-Charles Bouchou. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Les violences invisibles, aux éditions le Courrier du Livre. Et c'est vrai qu'il y a parfois des violences qui sont invisibles, c'est-à-dire que ce sont quand même des petites choses qui font qu'on ne nous respecte pas. Mais c'est pas si évident que ça, quoi. À l'extrême, les mécanismes de défense pervers narcissiques, on peut être hyper violent avec quelqu'un et le pousser à la dépression, au suicide, avec un très beau sourire. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai des exemples. Absolument, j'y tiens. Allez, une petite pause et puis c'est Rose qui sera avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, il va vous aider à vous respecter, à dire non quand vous n'en avez pas envie et puis bien sûr à dire oui quand vous en avez envie. Bonjour Rose. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Jean-Charles Bouchou. Bonjour Rose. Merci d'être avec nous Rose. Alors c'est en famille que vous arrivez à vous respecter mais pas ailleurs, c'est bien ça ? Non, je vois pas trop où j'arrive à me faire respecter en fait. Bon, alors allez-y, on vous écoute, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Non, j'aurais tendance à dire que lorsque c'est dans le cadre familial, je suis un peu emportée. Je serais plutôt de celle qu'on n'écoute pas et qui apporte en raison, parce que ça c'est déjà avéré. Dans le milieu professionnel, je suis celle qui dit toujours oui, qui s'est fait un petit peu manger. Et les seules fois où j'ai pu, et j'ai trouvé ça dommage en fait presque, les seules fois où j'ai pu dire vraiment ce que je pensais au milieu professionnel, il a fallu que je bataille presque dans la communication et je trouve ça complètement qui a pas sa place quoi. Enfin je veux dire, si on est obligé de, le rapport de communication, ça me coûte en fait le rapport de communication quand il faut batailler pour argumenter, pour qu'on soit écouté en fait. Et dans le milieu, on va dire romantique, amoureux. Disons que j'ai été avec une personne qui était un peu moi. Et du coup, j'acquiesçais, quoi. Donc du coup, je n'étais pas trop dans un truc où je pouvais imposer, enfin pas imposer, mais dire un petit peu ce que je voulais, quoi. Juste être vous-même. Et quand vous êtes toute seule,
Est-ce que vous êtes capable de prendre soin de vous? Eh ben, on va dire que c'est vraiment épisodique. C'est vraiment des petits épisodes comme ça. Je me dis, oh, bah, là, tu devrais quand même. C'est vraiment épisodique. Non, je me maltraite quand même. Non, j'imagine bien que vous vous maltraitez pas, mais on voit bien que de toute façon, vous ne savez pas très bien être sujet de votre vie, en quelque sorte. Hein. Oui. Non, mais disons que par rapport à avant, je sais quand la limite a été dépassée. C'est-à-dire qu'avant, je la voyais pas, ou je la ressentais pas. Et du coup, là, maintenant, j'aurais tendance à voir quand est-ce que l'autre personne est au-delà de la bon base début. limite. Bah oui, vous avez fait un progrès parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Et Rose, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous êtes reconnecté à vous-même. Oui, parce que ça me fait plaisir. Hein, parce que c'est Ouais. un peu compliqué. C'est Non, un mais- premier pas déjà, c'est important. Ouais. Bah, déjà de repérer quand est-ce que les limites ont été dépassées, c'est-à-dire quand est-ce qu'on ne vous respecte pas, c'est quand même déjà, je dirais même que c'est la première marche. Mais Après vous allez, il va falloir apprendre à repérer quand on commence à à rentrer dans votre zone de confort, vous voyez. Parce que vous le constatez une fois que c'est trop tard. Oui, presque. Quand Ou c'est peut-être c'est un très petit peu au difficile début, quand c'est trop mais tard. je laisse Hein. faire. Oui, mais en fait, je laisse faire et là, je me dis, ça va pas. Il y a un truc qui a été dépassé, il faut que je reprenne on va pas dire que je reprenne enfin, entre parenthèses, hein, le pouvoir, mais Oui, je le mais c'est sens. plus Mais je sais difficile. pas comment faire. En Rose, fait, c'est plus difficile de reprendre le pouvoir, bien que j'aime Ouais. pas trop cette expression. non, non plus. Ce qui est plus facile, c'est de dire stop au moment où l'autre essaye de franchir la ligne jaune. Pourquoi ce serait pas bien d'avoir Mais- le pouvoir? Le pouvoir, ça n'est pas sale. J'aime pas l'expression reprendre le pouvoir. Eh ben ouais, mais pourtant, il faut. Moi, quand j'étais gamin, on me disait, mais pour qui tu te prends? Tu te prends pour le centre du monde. Eh ben aujourd'hui, j'aimerais dire aux adultes, oui. Je suis le centre du monde, je suis le centre de mon monde. Et Rose, vous êtes le centre de votre monde et personne n'a à venir habiter ce centre. Vous voyez? Et quand on rencontre quelqu'un, ce sont deux mondes qui se rencontrent, chacun ayant son centre. Et on va tenter à deux de créer un troisième monde, en fin de compte, le nous, et où le centre va se discuter. C'est là où on peut éventuellement faire des compromis, mais pas trop quand même. Hein. En tout cas, on ne perd pas son centre. Rose, vous êtes Mais- quelqu'un d'important. Mais c'est ça que j'aime bien, mais c'est pas ça qu'on a en face de nous le plus souvent. Ben, vous êtes peut-être Et pas avec c'est la bonne ce personne, centre. tout simplement. Quoi. Ah non, 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 j'ai changé. Ah, Mais ça va. non, c'est que ça se passe bien. Là, ça va bien dans le Ça domaine va mieux, affectif. Oui, parce Bon, que ça, c'est en un fait, bon. j'arrive à dire quand c'est pas parfait. Voilà. Je lui dis très clairement et peut-être un petit peu, des fois un petit peu trop haut. Du coup, il se frustre, enfin il se blesse, enfin comme s'il était blessé. Donc du coup, il le Ouais. prend mal et du coup, il va dans sa caverne. Alors du coup, Ouais. j'essaie de repêcher avant qu'il entre dans sa caverne. Mais ça va. Bon, Mais c'est la communication, En fait, je suis presque jalouse des gens qui ont une communication facile parce qu'ils ne vont pas avoir à chercher les mots que moi je n'ai pas eu. Je n'ai pas en fait parce qu'à force de dire simplement oui. c'est-à-dire j'ai pas que les arguments, en fait, pour vous êtes dire, peut-être dans la stop. phase où vous commencez à savoir vous faire respecter, mais vous communiquez au moment où ça commence à déborder. Donc c'est forcément un petit peu... enfin, c'est forcément pas très, très souple, votre manière de lui faire comprendre qu'il va trop loin. Mm. Donc c'est pareil, là, ça montre que vous êtes en chemin et que ça Ouais, avance. ou peut-être que c'est parce que vous attendez trop longtemps. C'est-à-dire qu'on est des collectionneurs parfois. Quelqu'un nous fait une petite réflexion, on dit rien. Il nous fait une deuxième réflexion, on dit rien. Il fait quelque chose qui nous plaît pas, on dit rien. Puis un jour, il se passe quelque chose qui pourrait sembler anodin, et là, on explose. On appelle ça, en psycho, on appelle ça des collectionneurs. Et ça semble hors de propos. Ça l'est par rapport à ce qui vient de se passer, mais ça ne l'est pas par rapport à ce qu'on a subi pendant si longtemps. Donc c'est bien d'amener plus rapidement les choses, de dire hop là, attention, tu dis quelque chose, ben ça me dérange un peu, et puis c'est pas si grave, on en discute, vous voyez. Et si on le fait au fur et à mesure, et effectivement vous avez raison, c'est un problème de communication. Et puis ce que j'aime bien, c'est la communication non violente, c'est-à-dire qu'on commence ces phrases par je. Je me sens blessé lorsque tu fais cela, vous voyez, plutôt que dire tu es nul ou tu as fait ci ou tu as fait ça. Le tu disent les psychologues encore. Non, ça je fais pas. Je fais plus. Enfin, c'était avant, c'était dans les relations avant. Ah d'accord. Non, ça je sais plus. Non, j'ai plutôt tendance à dire, je voudrais bien que ça change. Enfin,
pas ça, mais ça me dérange, Oui, je suis voilà. blessée, je le dis, mais c'est pas forcément entendu. Des fois, j'ai un petit peu de mal. Je crois qu'il reste dans son petit moule. Je te pique un petit peu, ça me fait sourire. Ouais, de parce que temps en la temps. communication peut être vécue comme une violence aussi, hein, par Ah, l'autre. mais moi, je trouve ça hyper violent, la Bah, bien communication, des fois. Je trouve ça violent. Dites non à quelqu'un et vous avez des gens qui le prennent très très mal. Ils se sentent diminués. Moi, quelqu'un m'a envoyé un manuscrit en me disant j'aimerais bien que vous le lisiez. J'ai répondu non, j'ai pas le temps. Et la personne m'a dit on peut pas si bien écrire au sujet des pervers sans l'être un peu soi-même. J'ai dit non, c'est pas pervers. Hein? Et Oui. je fais partie de ces personnes, je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi, j'espère, où on lit sur le visage, en fait. Ouais. Ouais, du coup, des fois, ça se voit quand quelque chose ne va pas, et du coup, la personne en face aurait tendance à accentuer. Bien sûr. Et là, c'est vraiment le pire du pire, quoi. Je suis pas encore au top. Bah, écoutez, vous avez déjà bien avancé et continuez. Ouais. Prenez Mm. confiance. Ouais. Vous êtes sur la Ouais, bonne vous voie. êtes reconnecté à vous-même, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Vraiment le premier pas qui était nécessaire. Donc, D'accord. Allez, Ok. continuez dans ce chemin. Bah, Merci d'accord. Rose, en tout cas. Merci encore à beaucoup. vous. Allez, on fait une petite pause et puis on retrouve Philippe Renaud pour notre Sexy News qui va nous proposer de sortir couvert. C'est l'hiver, vous l'avez Ah oui. remarqué. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Charles Bouchon, nous retrouvons Philippe Renaud. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. L'hiver, il faut se couvrir. Non, Mais il y a une j'imagine formule. qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce titre. Oui, oui, ça peut arriver. Alors, si on en croit les consignes gouvernementales, d'abord, je dirais les consignes de sobriété d'énergie, ben, je dirais que nous devrions nous habituer à vivre à 19 degrés et à sortir couvert. Cette phrase vous dit-elle quelque chose, Brigitte? Ah, ça me rappelle Moi, quelque chose. oui, bien sûr, bien sûr. Ça rappelle la formule qui a été popularisée par Christophe de Chavannes lors de l'épidémie du sida et qu'il avait fait d'une certaine façon, c'était pour amener la protection par le préservatif. La crainte, on est dans les années 1980, la crainte était alors très grande d'une contamination sexuelle dans la grande liberté qu'on connaissait. Alors pour ceux qui sont plus jeunes, c'est vrai que ça faisait peu de temps que la sexualité était assez libre et chacun découvrait des choses assez complexes et ce slogan a réellement facilité et popularisé la pratique du préservatif masculin. De Chavannes a d'ailleurs animé pendant longtemps, même en 2012, en 2014 je crois, le SIDAction et je vais en reparler dans un instant. Alors le préservatif, à l'époque dont nous parlons, le préservatif est apparu comme un outil de protection pour le sida parce qu'à l'époque il n'y avait strictement aucun traitement et d'une certaine façon il était aussi une protection des MST. À l'époque on disait MST, on dit aujourd'hui IST. Son usage est ancien mais il n'a pas été systématique. Alors vous connaissez l'histoire du préservatif, beaucoup de gens le connaissent. Certainement que c'est pas uniquement Fallope au XVIe siècle, mais les Égyptiens semblent avoir utilisé des protections. C'est beaucoup mieux connu dans la Chine ancienne. C'était des tissus, de la soie enduite d'huile. La Chine, le Japon ancien ont utilisé des préservatifs. Mais c'était plus à but contraceptif, semble-t-il, non? C'est-à-dire qu'on ne sait pas très On bien. sait pas trop. On ne sait pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus, mais on sait qu'il y a une utilisation de la plupart du temps, ça a pu être contraceptif, c'est vrai. Mais Rome l'a utilisé des vessies animales comme moyen de protection du pénis, comme contraceptif ou contre les maladies vénériennes. Mais c'est surtout au XVIe siècle, avec Gabriel Fallope, vous savez, c'est l'inventeur des trompes de Fallope dans l'anatomie féminine, qui a inventé une protection contre la syphilis. À l'époque, les marins de Christophe Colomb avaient ramené la syphilis du Nouveau Monde et dans les guerres d'Italie, c'était extrêmement répandu. C'est-à-dire que les Italiens appelaient ça le mal français et les Français appelaient ça le mal napolitain. Ça voulait dire qu'ils rencontraient sûrement les mêmes prostituées. Donc c'est surtout au XVIe qu'on voit apparaître ce préservatif et au XVIIIe que le préservatif a gagné ses lettres de noblesse. On connaît beaucoup les libertins du XVIIIe siècle qui vont avoir beaucoup de syphilis et là on sait qu'on commence à se protéger. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui du prix du préservatif. Ah oui? Parce que dans les années 80,
avec le Il faut succès. savoir quand même que avant le sida, il était interdit de faire des pubs pour le préservatif, tellement on était encore dans une sexualité reproductive. Ça m'avait Tout à beaucoup fait. étonné quand j'avais découvert ça. Oui. Étonnant, hein, quand même. C'est-à-dire que tout ce qui était avortement, le préservatif est une sorte d'empêchement de la grossesse et c'était dans des sociétés très traditionnelles. Oui. Ouais. Donc le prix du préservatif, dans les années 80, le succès de la contraception féminine va amener à ce que l'on utilise très peu le préservatif. Il y a une liberté sexuelle et puis plus de raison de porter un préservatif si les femmes assument notre contraception. C'est avec le sida. Puis on soignait pratiquement toutes les IST dans oui, les années 80. La gonococcie notamment, la syphilis. Avait pratiquement disparu, exactement. Alors qu'elle revient. C'est-à-dire que la syphilis a disparu dans la même décennie où est apparu le sida. Moi, j'avais écrit ça il y a assez longtemps. On peut se demander s'il ne fallait pas qu'il y ait toujours quelque chose à cet endroit-là. Mais qui est quand même l'endroit où on se contamine le plus, hein, Philippe. On a peut-être utilisé plus de préservatifs aussi. C'est ça qui a ralenti la syphilis. Non, je crois pas. Non, parce qu'elle avait disparu vraiment, avant l'arrivée du sida. Exactement. Mais ce que je voudrais dire, surtout, il y a eu un des freins à l'utilisation des préservatifs, ça a été son coût. Et jusqu'à il y a peu de temps, en 2019, il y a une loi qui va autoriser le remboursement par la sécurité sociale de 2 préservatifs. Il faut qu'ils soient sous prescription médicale et homologués par la Sécu. Alors actuellement, vous en avez 2. Il y a Eden et il y a Sortez Couvert. Sortez Couvert, qui est la marque déposée par Christophe de Chavannes, qui la diffuse de façon bénévole. C'est avec Croix Verte, qui est la marque des pharmaciens, qui donne une boîte de préservatifs, de 12 préservatifs, au prix de 2 €. Ah oui. C'est-à-dire que ça vous met le préservatif à 0,70 centimes le préservatif. Cette possibilité, malheureusement, est trop peu connue, parce que, par exemple, dans le milieu des HSH, c'est-à-dire des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, où la prévention, la PrEP, est totalement prise en charge par la Sécu, mais beaucoup ne se protègent pas, alors que ce préservatif est remboursé également par la Sécu. Alors, je voudrais passer de ce prix dont on vient de parler, 0,70 € le préservatif, à un autre prix que je vous propose, c'est 12 000 € le préservatif. Oula, pas tout à fait Lorsqu'on la même évoque un chose. préservatif à l'éventualité d'en acquérir un à 12 000 €, nous fait imaginer une cuirasse pénienne en or massif, peut-être, un fourreau d'or et de diamants, ou tout simplement pour les fêtes, ça c'est je le dis pour les auditeurs et les auditrices, une grosse boîte de préservatifs, de 17 000 préservatifs, j'ai calculé qu'à 0,70, ça fait 17 000 préservatifs. Ça laisse venir. C'est une actualité, Brigitte, c'est l'estimation possible, que je crois vraie, d'un très rare préservatif de la fin du 18e, début du 19e siècle, qui sera en vente lundi prochain, lundi 12 décembre, à l'Hôtel Drouot à Paris. Alors je vais vous en parler, je vais vous le montrer d'abord. Ah oui, En je photocopie suis et curieuse, de moi. mauvaise qualité, mais vous allez voir. Lorsqu'on évoque un préservatif aussi cher, cette redingote anglaise, parce que c'était fabriqué en Angleterre, c'est un sécom de mouton. Il y a un galon de soie rose qui permet de l'ajuster au corps de la verge. Il y a un dessin dessus. Et elle présente une scène érotique. Et beaucoup de ces préservatifs ont une scène qui est gravée, imprimée dessus. Mais vous allez voir, regardez la scène un peu dans le détail. Ça représente une religieuse qui désigne d'un doigt très assuré, parmi 3 ecclésiastiques en érection, son futur amant. Et au-dessous... Et ils ont des verges bien triomphantes. Exact. Et au-dessous, il y a une inscription « Voilà mon choix ». C'est-à-dire qu'elle choisit son partenaire. Et un préservatif de la même époque, c'était dans une vente, j'y étais à cette vente en décembre 2011, c'était la vente qui s'appelait Spirit of Erotica, a fait effectivement 12 000 €. Je pense que ça le fera au moins parce que c'est extrêmement rare. Même si à l'époque, les magasins du Palais Royal, vous savez, c'était le haut lieu de la prostitution, eh bien, allaient proposer différentes tailles de préservatifs, parce que c'est assez grand, ça fait 20-25 cm. Il fallait l'ajuster. Donc, il y avait différentes tailles de préservatifs. Par contre, c'était ni sûr, ni très confortable. Et je vous donne un mot de la marquise de Sévigné. Elle s'adresse à la comtesse de Grignan, c'est sa fille. Et elle lui dit tout simplement ceci. C'est une cuirasse contre le plaisir. C'est-à-dire, en fait, ça atténue les sensations.
une toile d'araignée contre le danger. Bon, ça ne protège pas de grand-chose. Et Casanova, qui en était un très grand consommateur, non seulement pour se protéger de la vérole, mais surtout dans un but contraceptif, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir des rejetons un peu partout en Europe, eh bien, il soulignait ce paradoxe. Voilà ce que dit Casanova: je dois m'enfermer dans un bout de peau morte pour prouver que je suis bien et bien vivant. C'est joli, C'est joli. J'aime bien, mais c'est Casanova. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le dessin qu'il y a sur le préservatif, aujourd'hui, ce serait terriblement censuré. Vous imaginez C'est-à-dire, ça montrait aussi l'espèce de libéralité qu'il y avait dans les couvents, la sexualité qui se passait à cette époque-là entre les religieuses, les religieux. Oui, Oui, mais bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui allaient dans les couvents parce qu'elles avaient refusé d'épouser le par mari exemple. qu'on leur imposait, et donc elles préféraient aller dans un couvent. Mais donc, ça ne veut pas dire pour ça qu'elles étaient très Alors, religieuses. Brigitte, est-ce que vous avez 12 000 € à investir dans un préservatif? Franchement, non. Franchement, non. Bon, je crois que c'est un objet de collection, hein. Cela Oui. dit, je comprends tout à fait qu'il y ait quelqu'un qui a envie de collectionner ça, mais d'abord, j'en ai pas les moyens. Et vous, Jean-Charles, Non, ça va aller, merci. Mais moi, je crois que la boîte de 12 préservatifs à 2 €, je crois qu'il faut la conseiller, notamment oui. quand on a des rapports dans des conditions qui peuvent être un petit peu... qui ont besoin d'être protégés. Oui, je crois que c'est... Alors bon, j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'idée qu'il fallait peut-être rappeler que le préservatif, c'est quand même un moyen de se protéger de beaucoup de choses quand on se connaît pas. Après, bien sûr, quand on se connaît, on peut l'ôter, mais c'est quand même encore aujourd'hui le seul moyen de se préserver de toutes les maladies quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui le sida ne tue pas autant, ça reste quand même Oui, bien une sûr. maladie très, 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 très embêtante avec des médicaments à prendre tout le temps. Enfin, Les rencontres sont tellement faciles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va être dans des relations sûres lorsque on est pendant un certain temps avec quelqu'un, mais les relations ponctuelles doivent être toutes protégées. Ce serait bien, ce serait bien. Merci beaucoup Philippe Bruneau. Merci, Je rappelle Brigitte. bien sûr que vous êtes auteur de nombreux livres et notamment votre dernier roman, Taxi Thérapie, que l'on trouve aux éditions Les Arènes. Tout de suite, c'est Thierry qui va répondre à 3 questions. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Thierry. Justement, est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec le préservatif? Ah non, pas du tout. Eh oui. Quel âge vous avez? 52. Oui, pourtant, vous avez un peu connu les années sida. Ouais, ben c'est mon ex-épouse qui m'a ouvert les yeux. Mhm. Parce que quand je l'ai rencontré, je travaillais en Afrique. Ah, oui. Et même là-bas, j'ai jamais mis de préservatif. Bon, bah écoutez, vous en avez jamais mis. Non. Bah, pourtant, donc vous pouvez pas savoir si vous êtes à l'aise ou pas, puisque vous en avez jamais mis. Ah si, après, mais je veux dire, en Afrique, je n'en ai jamais mis. Mais, Oui, donc vous avez eu un mon peu de chance quand ex-épouse même. m'a dit, moi, tu ne me touches pas sans préservatif. D'accord, donc c'est elle Donc, qui vous a fait mettre pour la ouais, première fois un ouais, préservatif. La première fois, et puis la première fois que je faisais un test aussi. Mhm, mhm. Mais c'est vrai que ça quand m'a- on démarre sa sexualité avec le préservatif, ça rentre dans quelque chose d'assez naturel en quelque sorte. Ouais, hein. c'est une éducation. Mais c'est vrai que quand on n'en a pas mis, en mettre, c'est pas toujours simple. Oui, c'est vrai. Ouais, avec le temps, je sais pas, j'ai vraiment du mal à Oui, avoir bah une écoutez, bonne érection. oui, ça fait perdre votre érection. Bah, en tout cas, merci de répondre franchement, hein, parce que de toute façon, on n'est pas là pour juger. Deuxième question. Est-ce que vous avez une position sexuelle préférée? Sexuelle. Bah oui, sexuelle. Je pense que ça, Oui, vous savez. oui. Oui, j'en ai, ouais. C'est quoi? Bah, c'est J'ai quoi? pas de nom à donner, c'est... Vous voulez pas le donner le nom ou vous savez pas comment elle s'appelle? Le nom, je sais pas du tout, non. Vous savez pas comment elle s'appelle, d'accord. Non, Et non, bah, c'est pas grave. Si vous savez pas, je vais pas vous torturer pour avoir la réponse. hein. Et dernière question. La masturbation, pour vous, c'est quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la main ou bien c'est un vrai plaisir solitaire? non, c'est quand il n'y a rien d'autre. Quand il n'y a rien d'autre, d'accord. Oui. Bon. Eh bien, vous pouvez poser une question à Jean-Charles Bouchou, il vous écoute. Ouais, j'aimerais savoir si dans un couple, on peut tout dire à l'autre,
ou tout demander, en fait, ouvertement. Est-ce qu'on peut tout dire à l'autre et tout demander à l'autre? Oui. Moi, je pense que c'est bien de dire beaucoup. Je pense qu'on peut tout demander à l'autre et puis l'autre a la possibilité de nous dire non. Bien sûr qu'on peut tout lui demander. Hein? Quant à tout dire, vous avez un intime, vous avez une intimité et vous n'êtes pas obligé de la partager, cette intimité, sans cesse. Donc il est normal d'avoir un quant à soi, un jardin secret. Donc on n'a pas à tout dire à l'autre. Je pense qu'on doit être le moins possible dans le mensonge. Ne pas être dans le mensonge serait même idéal, parce que quand on crée un mensonge, on crée une double réalité entre la réalité que l'on vit et puis la réalité que l'on dit. Et c'est quelque chose qui est quand même pas très chouette. Mais quand tu as tout demandé, bien sûr qu'on peut tout demander à l'autre, mais l'autre a la possibilité de nous le refuser. Vous n'êtes pas d'accord, Brigitte? Je suis à peu près d'accord, oui. Hein? Après, tout dire à l'autre, ça serait une relation un peu infantile, je trouve. Oui, je suis d'accord. Parce que bon, pourquoi on aurait besoin de tout dire à l'autre? C'est pas... Enfin, ça dépend de quoi on parle. Si on a des fantasmes, ce sont nos fantasmes, on n'a pas besoin de les partager. Après, si on s'est engagé, par exemple, sur la fidélité et qu'on est infidèle, c'est compliqué. C'est compliqué. Encore une fois, le problème, c'est le mensonge. Évitons le plus possible d'être dans le mensonge, parce que c'est vraiment toxique, hein, beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà la réponse de Jean-Charles Bouchou. Thierry, merci en tout cas d'avoir joué le jeu avec nous. On continue dans un instant, on va retrouver Frédéric qui sera avec nous et on verra s'il sait se faire respecter. Si vous avez envie de comprendre comment on fait pour se faire respecter, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Jean-Charles Bouchou que nous continuons à vous aider à vous faire respecter. Je crois que vous vouliez aussi nous parler de votre formation d'écriture, oui. Jean-Charles. C'est très important, je pense, de pouvoir poser des mots. Il y a des personnes qui aiment écrire. Alors, j'ai inventé une formation pour créer des ateliers d'écriture spécifiquement à l'intention des victimes de violences psychologiques. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent créer des ateliers d'écriture, mais qui rentrent en contact avec moi, je peux les former et je peux même les aider à lancer leur projet. S'il y a des thérapeutes que ça intéresse, c'est bien, parce qu'en plus, ça fait venir une patientèle qui ensuite a envie de vous connaître plus. Enfin, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par les ateliers d'écriture, on vous contacte sur Internet. On me contacte, on me trouve facilement, Jean-Charles Bouchou sur Internet, et on me trouve tout de suite. Ouais. Très bien, c'est bien de le signaler. Ouais, merci. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte. Bonjour à Jean-Charles. Bonjour Frédéric. Alors, vous avez tendance, oui, à accepter de tout faire, c'est ça? Oui, ça a été c'est un grand problème au quotidien. Et bon, c'est quelque chose qui m'avait pas posé de problème dans ma première vie en tant que militaire, puisque c'est la grande muette, hein, on doit faire et puis c'est tout. On obéit aux ordres, oui. Voilà. Et une fois j'ai fait la reconversion civile, donc repartir, j'étais toujours dans la même. J'ai gardé toujours les mêmes. Cette tendance les mêmes fonctionnements. Oui. Le problème, c'est que très souvent dans les entreprises, on en profite un peu, parce que celui qui ne dit rien, il accepte tout en fait. Oui. Qui ne dit rien consent. C'est ça. Et moi, le problème, c'est que c'est quelque chose qui a été très compliqué à gérer, le moment où on peut accepter et le moment où on ne peut plus accepter. Et très souvent, mes fins de contrat se sont très très mal passées, puisque le moment où j'exprimais mon mécontentement, c'était le moment où il était trop tard. Et au moment où je ne pouvais plus dire « ça va pas », on va arrêter là, parce que sinon il va se passer un drame. Oui. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, un collectionneur. J'ai donné l'exemple sur un autre témoignage qu'on a eu, c'est-à-dire que vous ne dites pas les choses, vous ne les dites pas, et le jour où vous les dites trop fort. C'est pas en rapport avec ce qui vient de vous être demandé, mais c'est en rapport à comment on vous traite depuis si longtemps. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé d'exploser pour pas grand-chose, et on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout. Et j'ai dit, mais tu comprends pas, alors c'est vraiment que t'es très con, quoi, c'est pas possible. Et au moment, c'était le moment où j'avais pris ma décision qu'il fallait que je passe à autre chose. Oui, bien sûr. Maintenant, il faudrait que vous appreniez à dire non. Alors, enfant, je suppose qu'on vous a appris à dire oui, on vous a appris à obéir. À l'armée, bien évidemment, on vous a appris à obéir.
Et maintenant, il faut que vous appreniez, semble-t-il, hein, en tout cas, c'est ce qui ressort de ce que vous êtes en train de dire, d'exister en tant que sujet. C'est ça. Comme je le dis à chaque fois, je me répète beaucoup, mais je ne vois pas d'autres... oui, exister en tant que sujet, et exister en tant que sujet, ça commence par être capable de poser sa limite, sa frontière, et de dire, bah voilà, c'est non. Hein. C'est ça. Mais que ça arrive plus tôt, que ça arrive plus rapidement, apprendre à communiquer, à dire ce qu'on ressent. Vous avez le droit de vous tromper aussi, hein. Ça, c'est important. La désidéalisation, c'est important de travailler là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par on a le droit de se tromper, ce en quoi je suis tout à fait d'accord, évidemment, sur le principe. Mais parce que quand on ne dit jamais non, c'est parce qu'on veut être la personne idéale qui est parfaite et dont on pourra se servir éternellement. À un moment donné, acceptez donc que vous avez des défauts, et bien évidemment, vous avez des qualités, qu'à un moment donné, vous pouvez vous tromper et que ça n'est pas si grave. Vous voyez, donc quand on se désidéalise soi-même, après on peut dire bah ouais là je suis pas d'accord et puis peut-être qu'on va vexer quelqu'un et puis peut-être que c'est pas si grave. Et puis moi j'ai envie d'ajouter, Jean-Charles Bouchou, quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise non, c'est quelqu'un qui ne mérite pas de faire partie de notre cercle, voilà. Parce que ça veut dire que on est sa chose, quoi. Bien sûr, et on rejoint une phrase que j'ai dit hier, tout abandon est forcément une bonne nouvelle parce que ça aurait été dommage que celui-là il reste. Donc si ça fait partir l'autre, qu'il s'en aille. Oui. Qu'il arrête de nous polluer. Après, je vous dirais, mon tempérament, il a évolué avec le temps. Donc maintenant, j'exprime plus facilement un mécontentement. C'est bien. Mais par contre, j'ai un autre travers. C'est quand on arrive à être bon avec moi, j'ai pas de limite à être bon avec l'autre. Mais en quoi c'est un travers ? Est-ce que ça vous satisfait aussi ? Moi, j'ai une satisfaction personnelle là-dessus, oui, c'est sûr. Alors où est le problème ? C'est-à-dire que si on me donne, je vous dirais, une chose, oui. De mon côté, je vais redonner, mais plus que ce qu'on m'a donné. C'est-à-dire que vous ne savez pas accepter simplement quelque chose qu'on vous donne. Vous avez l'impression que vous êtes forcément redevable. C'est ça. Oui. Vous ne le méritez pas, quoi. C'est possible, ouais. Bah si, vous le méritez. Moi, je pense que vous le méritez. Mais vous pensez que vous ne le méritez pas. Oui. Bah, ouais, plutôt. Ouais. Bah, il faut apprendre à accepter. C'est vrai, moi, j'ai toujours été étonnée, Jean-Charles Bouchou, quand je pose la question, est-ce que vous préférez donner un cadeau ou recevoir un cadeau ? Les gens préfèrent donner. Beaucoup de gens préfèrent donner et une minorité préfère recevoir, et c'est eux qui tiennent tout dans le monde. Vous avez des gens qui sont milliardaires. Eux, est-ce qu'ils aiment donner ? C'est pas certain. Hein. C'est pas gagné d'avance. Donc, vous savez, moi, je fais le parallèle avec la respiration. J'inspire, je prends, j'expire, je rends, si vous voulez. Donc, c'est yin et c'est yang, comme diraient peut-être les Chinois. À un moment donné, vous devez accepter. C'est pas, je veux dire, vous devez inspirer, parce que si je me contente de toujours expirer, à un moment donné, je vais m'étouffer, quoi. Surtout que, Frédéric, quand quelqu'un vous donne quelque chose, ça lui fait plaisir de vous donner quelque chose. Oui. Et donc, il faut accepter de lui faire plaisir. Oui. Mais même, vous en avez besoin. Ça me gêne beaucoup. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal. Et même un exemple tout bête, quand on arrive à faire des anniversaires, je dis aux gens, vous venez sans rien. Je veux pas. La présence des gens, c'est moi. Alors accepter de l'autre, c'est une forme d'humilité. C'est une forme d'humilité qui vous manque, Frédéric, étonnamment, même si on pourrait penser le contraire. Il faut être dans l'humilité et accepter que de jouir du plaisir que l'autre vous donne, parce qu'il aime vous donner, mais vous, certainement quelque part, vous aimez recevoir aussi, même si vous détestez recevoir. Les deux, hein, on peut avoir les deux sentiments parallèles. Donc, accepter de recevoir. De toute façon, ce que vous décrivez là, Frédéric, c'est tellement intéressant. C'est le problème de notre monde. C'est pas le problème de Frédéric. C'est que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas recevoir, mais je vous garantis que, je vais pas les citer, beaucoup, et notamment ceux qui sont à la présidence de la République, eux, ils aiment prendre et ils aiment servir leur maître. Mais c'est pour ça qu'on est dans l'embarras. C'est pour ça qu'on vit une crise tellement importante. C'est parce que nous ne savons pas recevoir et eux ne savent pas donner. Donc, c'est toujours plus facile de travailler sur soi que de travailler sur le gouvernement, enfin pour l'instant. Apprenez, Frédéric, à recevoir. Et le monde sera meilleur. Et le monde sera meilleur, mais ouais. Exactement. Bien sûr. Merci Frédéric, en tout cas. Une femme sans courbe, c'est comme un pantalon sans poche. Pourquoi ? Vous avez le temps de réfléchir et vous me donnez la réponse après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Jean-Charles Bouchou à vous donner quelques clés pour que vous puissiez vous respecter et peut-être pour que le monde devienne meilleur. Parce que après tout, si tout le monde se faisait respecter, il est certain que le monde serait meilleur. Bien sûr. Parce que Oui. au fond... Et si on apprenait à respirer, comme je disais à Frédéric tout à l'heure, donner, recevoir, donner, recevoir, recevoir, donner, et ça ne peut fonctionner comme ça. Sinon, c'est la crise. On coupe on coupe l'électricité. On n'a plus de papier toilette. Hein. Non, c'est vrai. Les gens sont partis s'acheter plein de papier toilette au moment de la Covid. Oui, oui. Alors, Jean-Charles Bouchou, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Les violences invisibles, que je conseille vraiment. C'est un livre formidable. Moi, je sais que c'est un livre que j'ai trouvé tout à fait passionnant et qui parle bien aussi de notre société actuelle, d'ailleurs. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, là, avant de donner la parole à Marjorie, qui va nous dire si elle sait se faire respecter, est-ce que vous avez réfléchi à ma devinette? Pourquoi nous avons eu une grande conversation hors antenne et je n'ai pas réfléchi à... Bon. Je ne serais même pas capable de la reciter. Une femme sans courbe, c'est comme un pantalon sans poche. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne sait jamais où mettre les mains. Ah, mais oui. Bah oui, hein, et ça sert à quelque chose quand même, les seins d'une femme, c'est pour poser les mains. Marjorie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marjorie. Moi, je suis un peu triste parce que je l'avais la réponse à la devinette, mais bon. Bravo, bravo, c'est bien. Il me l'a soufflé dans l'oreille. Oui, mais je pouvais pas communiquer. Mais non. Oui, vous saviez pas si vous étiez déjà à l'antenne. Non. Bon. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur ce sujet si pointu? Écoutez, c'est compliqué, en fait, de se faire respecter. Pour moi, c'est un peu compliqué depuis quelques années, en fait. Je pense qu'avant, je savais un peu plus taper du poing sur la table, comme on dit. Et maintenant, j'ai un peu plus de mal. Et le truc, c'est que je mets du temps. Au lieu de dire les choses au moment où elles arrivent, où ça me gêne de les dire calmement, je vais rien dire, et puis au bout d'un moment, et ça va exploser, en fait. C'est intéressant, hein, Jean-Charles Bouchou, parce que c'est ce qu'on entend pratiquement depuis 14 heures. Oui. On voit bien que c'est la petite goutte qui beaucoup de collectionneurs. Et puis, à un moment donné, ça déborde, quoi. Ça déborde forcément dans la violence. Hein, c'est le barrage qui craque. Hein, Je me rappelle, j'avais organisé un stage, et à l'intérieur du stage, il était proposé aux personnes de se déplacer dans la salle, et quand elles rencontraient quelqu'un, simplement de lui dire non. Mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas du tout, et d'autres qui se concentraient, qui se lançaient, et quand ils disaient non, c'était un hurlement. On peut dire un non tranquille. On peut dire non, écoute, je suis pas d'accord. Alors oui, non, c'est une violence, mais c'est pas une violence insurmontable. Donc Marjorie, c'est peut-être pas la peine de crier. Vous avez le droit de dire non. Ouais. Est-ce que vous acceptez qu'on vous dise non? On va dire que ça peut arriver que quand on me dit non, ça m'agace. Ouais. Mais je suis un peu impulsive, donc ça va m'agacer, et puis après ça va me calmer, quoi. Je pose cette question parce que c'est intéressant aussi. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ne savent pas dire non, mais qui ne supportent pas non plus qu'on leur dise non. Donc on voit bien que là, c'est des personnes qui finalement ne sont pas dans la relation à l'autre. Non. On n'accepte pas de sa frontière, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on n'accepte pas de se poser un sujet. On n'accepte pas que l'autre se pose un sujet. Et donc là, on est dans des dépendances affectives qui n'en finissent plus, quoi. Ouais. Interdit d'exister de part et d'autre. Et on retombe dans les relations que nous avions évoquées hier, dominant-dominé à ce moment-là. Il y en a un qui va lâcher, qui va devenir le dominé, et l'autre étant dominant, on arrive à une semblant de relation, mais je ne trouve pas ça très intéressant. Ben non, parce que c'est finalement, il y en a un qui tient les rênes et l'autre qui suit, quoi. Oui. Et sans que ce soit forcément décidé de part et d'autre, quoi. Oui. Et voilà. Et moi, en fait, ça m'arrive beaucoup. Avec ma sœur, on a une relation qui est devenue compliquée, qui ne l'était pas avant. Hein. Puis un jour, elle est devenue mère, et depuis, c'est devenu très conflictuel, en fait, parce que il faut toujours qu'on fasse tout comme elle l'a décidé. Et moi, j'arrive pas à lui dire. Alors, je sais pas si c'est moi qui m'exprime de la mauvaise manière ou si c'est elle qui n'entend rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est très compliqué. Alors, est-ce que ça, c'est une hypothèse que je vous propose, Marjorie. Il y a des femmes, à partir du moment où elles deviennent mères, elles se sentent toutes puissantes. Alors, est-ce que vous avez l'impression comme ça qu'elle a une sorte de... Vous n'avez pas d'enfant, vous ?
Non. Et donc elle a l'impression que elle est enfin devenue femme, qu'elle a donc une supériorité sur vous et qu'elle Elle prend la place de la matriarche. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Parce qu'elle l'a déjà dit, par exemple, elle m'a déjà dit une fois, c'est une anecdote dont je me rappelle bien. Enfin, on était au restaurant avec donc ma sœur, ma mère et moi, et mon neveu, et donc elle engueulait mon neveu, donc on lui dit mais bon, peut-être que c'est pas la peine et tout. Elle nous regarde, elle fait oui, mais vous pouvez pas comprendre, vous avez pas d'enfant. Je fais c'est ta mère quand même. Donc nous on devait et elle me répond oui mais c'est un garçon, c'est pas une fille, alors c'est pas pareil. Et puis c'était avant. Enfin ouais, il y a un côté comme ça, c'est vrai, un peu. Dans la nature, ça existe. Hein. Il peut y avoir une femelle alpha. Je sais pas si c'est chez les loups ou je sais plus dans quel ou chez les singes. Enfin bref, une femelle alpha qui devient le chef de la tribu et qui protège les autres, hein, si vous voulez. Mais dans notre société, enfin vous êtes peut-être invité à devenir la femelle alpha de votre famille à vous. Peut-être qu'il y a un deuil aussi à faire du côté de la petite sœur. Elle est plus jeune que vous, c'est ça, hein? Ouais. Il y a peut-être c'est plus votre petite sœur d'avant. Oui. Hein? Elle est autre chose maintenant. Et on reste très très accroché aux anciennes valeurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait discuter, qui est important. C'est apprendre à faire du neuf. Récemment, on a fait une fête qui s'appelle, que les Anglais appellent Halloween, mais c'est très important parce que c'est au moment où les feuilles tombent, c'est au moment où elles pourrissent, c'est au moment où elles vont nourrir la terre pour que, au printemps, quelque chose de nouveau puisse apparaître. Il y a quelque chose d'un peu pourri dans votre relation, c'est pas grave. Une nouvelle relation devra naître quand sera le moment. Mais peut-être que pour un temps, vous avez besoin de prendre de la distance avec votre sœur et puis faire le deuil de la petite sœur qui n'est plus. Alors, ce qui est important aussi, Marjorie, est-ce que vous souffrez de ne pas avoir d'enfant ou pas ? Bon, non, mais vous pouvez très bien l'assumer, c'est juste une question. Je sais pas, franchement, je sais pas si j'en veux. Alors, d'accord, donc vous êtes très à l'aise avec le fait de ne pas en avoir. Oui, par contre, elle a pensé longtemps que, enfin, je l'ai appris récemment qu'en fait, elle pensait que j'étais, parce qu'en fait, au moment où elle a accouché, moi, j'ai eu une grosse dépression et elle pensait que c'est parce que je la jalousais, alors qu'en fait, pas du tout. Elle s'est mis ça dans la tête, en fait. Et du coup, c'est compliqué, je pense. Visiblement, elle pense à votre place. Voilà. Et ça, c'est quand même assez insupportable. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter, à un moment ou un autre, de lui dire « Écoute, je suis ravie pour toi que tu aies un enfant, mais moi, ça va très bien, fous-moi la paix, quoi. » Ouais, puis une famille, c'est fait pour être quittée. Hein. Faut arrêter. C'est ça. Moi, on garde contact avec eux. Hein. On continue d'aller manger le gigot flageolet avec maman une fois de temps en temps le dimanche. Mais le reste du temps, je veux dire, vous créez votre monde à vous, quoi. Vous êtes, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, vous êtes le centre de votre monde, créez-le, ce monde. Et puis, une fois de temps en temps, vous irez voir votre petite sœur, qui n'est plus votre petite sœur d'ailleurs, qui est une jeune femme, qui est une femme, avec des rapports peut-être moins puissants que quand vous étiez gamine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu. C'est vrai que j'ai l'impression, je la reconnais plus, donc ça me fait bizarre à moi aussi. Hein. Et puis, je vais vous dire les choses clairement, Marjorie. N'ayez pas peur éventuellement de la blesser en la remettant à sa place. Ouais. Parce que c'est en la remettant à sa place que vous allez pouvoir être à la vôtre. Oui. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Hein, après, oui, c'est certain. Et peut-être que vous lui rendrez service. Peut-être que ça créera à un moment donné un peu de friction entre vous. C'est fort probable, vu ce que vous nous dites de son attitude. Mais peut-être que ça va la faire redescendre de la position où elle s'est mise. Oui. Et puis j'ai l'impression dans cette histoire que le fait que ce soit un fils n'est pas anodin. Ah non, c'est peut-être... Oui, je pense. Elle a fait un petit dieu, là. Hein. Ouais, oui, clairement. Oui, mais... un petit dieu qu'elle veut mettre à la place rien du dieu. Rien que pour votre neveu, c'est peut-être pas mal de la faire redescendre un petit peu sur Terre. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, moi, après, j'ai essayé, mais... en fait, comme je dis, là, il y a 5 ans, 4-5 ans, j'ai eu comme une grosse dépression. Et en fait, depuis, je suis plus plantée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus fragile, en fait. Et du coup, j'ai plus ce que j'avais avant de dire, oh là, c'est bon, stop, bien planté, bien clair, et il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand elle commence à s'énerver, à péter les plombs, j'ai même plus la force de... Oui, mais voyez, Marjorie, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans votre parcours, cette dépression que vous avez faite.
Vous l'avez peut-être faite parce que justement vous étiez un petit peu dans une attitude un peu forte qui était qu'une apparence. Ouais. À un moment donné, ça s'est un peu fendu. Vous avez fait votre dépression. Maintenant, il faut arriver à ce que vous trouviez une force intérieure, une force qui est peut-être moins en apparence, mais qui va vous permettre de vous positionner, de vous respecter. Et c'est peut-être d'abord la première chose à faire avant de s'occuper de votre sœur. Occupez-vous de vous, peut-être déjà. C'est sûr. Parce que en général, quand on a comme ça a priori une forte personnalité et qu'on tombe ensuite en dépression, c'est que finalement la forte personnalité c'était qu'une façade. Ouais. Donc ne regrettez pas la période où vous étiez soi-disant forte. Trouvez votre force intérieure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Bon, puis vous recentrez sur vous, quoi. Quelles sont vos valeurs, à quoi vous aspirez, vers quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Alors ça, c'est des questions que je me pose beaucoup. Bah ouais. Et je cherche. Et voilà, bon, pour l'instant, c'est des ébauches de réponses. Mais oui, je cherche beaucoup là-dessus. Prenez le temps. On a tout le temps de chercher. C'est pas grave, ça. L'important, c'est de ne pas aller à nouveau dans une direction parce qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Prenez le temps. Ok. Et puis, pour l'instant, laissez un petit peu votre sœur de côté. Si ça vous perturbe, si ça vous fait du mal, laissez-la un petit peu de côté. Ouais, je vais faire ça. Merci Marjorie. Merci. Merci à vous. On fait une petite pause et comme tous les vendredis, Jean-Charles Bouchon, on va rêver tous les vendredis. On essaye comme ça, gentiment, d'interpréter un rêve d'un auditeur et je ne sais pas, je crois que ce sera une auditrice tout particulièrement aujourd'hui. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Jean-Charles Bouchon, on revient sur les rêves. Je ne sais pas, vous êtes psychanalyste, je ne sais pas si vous faites beaucoup raconter leurs rêves à vos patients. Beaucoup aussi. Ouais. D'accord, donc vous allez pouvoir être d'un bon secours. Nous allons pouvoir avancer tous les deux avec Marine. Alors, je le disais il y a 15 jours, 3 semaines, il y a des grandes images dans les rêves. Aujourd'hui, je vais revenir sur le corps. Quand on rêve du corps, de notre corps, évidemment, la manière dont on en rêve, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, les mains, bien sûr, ça nous permet de saisir. Les jambes, ça nous permet d'avancer. Le genou, ça fait penser évidemment à notre capacité de nous agenouiller. Le pied, c'est peut-être aussi prendre son pied dans un rêve. Le talon, ça peut faire penser au talon d'Achille. La tête, c'est symbole évidemment de l'intellect, de notre capacité à raisonner. Les yeux, souvent aussi, prennent une grande importance dans le rêve. Alors, ça symbolise le discernement, mais on peut aussi penser au troisième œil. On peut voir les choses comme elles sont ou au contraire ne pas vouloir les voir. Alors le corps nu, c'est pas forcément toujours un indice sexuel. Ça peut être l'envie de se montrer tel qu'on est, de plus se cacher derrière les apparences. Les dents et les cheveux, ça indique notre énergie, mais ça peut aussi être notre envie de mordre la vie. Mais c'est souvent signe d'énergie ou de perte d'énergie, les dents et les cheveux. Voilà, je pourrais continuer longtemps sur tous les aspects du corps, mais c'était juste pour vous montrer à quel point, encore une fois, il faut interpréter. Il y a bien sûr le symbole, mais c'est ce que ça dit de nous qui est important, évidemment. Bonjour Marine. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marine. Eh bien, je vous en prie, racontez-nous votre rêve et puis on va essayer de voir ce que ça peut signifier pour vous. Moi, je qualifierais peut-être de cauchemar plutôt que rêve. En fait, c'est un cauchemar que je fais de manière récurrente. Des fois, ça peut être une fois par semaine ou plusieurs fois par mois, du moins. Et en fait, c'est un contexte où tout va bien et d'un coup, soudainement, mon conjoint me quitte sans que j'ai d'indices ou que je comprenne la raison de cette rupture. Et je me retrouve dans une situation d'impuissance où je subis. Et en fait, c'est vraiment un cauchemar assez intense et profond, puisqu'à chaque fois, quand je me réveille, je suis vraiment dans un état comme si c'était presque vrai, et des fois j'ai un peu du mal à revenir à moi, à faire la part des choses, à me dire est-ce que c'était un cauchemar ou la réalité, et c'est vrai que c'est assez désagréable comme sensation quand ça se répète souvent.
Oui, oui, vous rêvez souvent, donc, votre compagnon. Alors, vous rêvez qu'il est parti ou vous rêvez qu'il est en train de vous quitter? Qu'il est en train de me quitter. D'accord. Et ça se passe comment? C'est violent, c'est gentil? Qu'est-ce que... Alors, par rapport à mon compagnon... Dans votre rêve, hein, Dans mon rêve, oui, oui. C'est assez doux dans le sens où il n'y a pas de cris, où ça reste des paroles, mais c'est vraiment une discussion où il m'impose ce choix, où c'est pas une discussion en disant ça va pas, on peut essayer d'arrêter de... Oui, il vous annonce tout simplement qu'il va s'en aller. Il me l'annonce et moi je suis sans voix, ou du moins j'essaye de comprendre, de poser des questions, mais il me donne aucune réponse en fait. D'accord. Et c'est dans un lieu particulier? C'est chez vous? C'est dans un autre lieu? Souvent, oui, c'est dans un lieu familier, chez nous, dans notre contexte qu'on connaît un petit peu de tous les jours. Mmh. Ouais, il y a certainement là-dessous, Marine, une angoisse d'abandon. Est-ce que l'angoisse d'abandon, c'est quelque chose qui vous parle? Oui. Voilà. Bah oui, c'est clair. Hein. Parce que la fonction du rêve, c'est de dégager de l'angoisse. Donc l'angoisse, si vous voulez, elle existe déjà avant le rêve. Hein, le rêve, il vient dire quelque chose qui existe déjà. C'est là où je vais travailler, moi. C'est sur votre angoisse d'abandon. D'accord, oui, je vois. Et essayer de comprendre d'où elle vient. Alors déjà, je crois que ce qui est important, Marine, c'est pas parce que vous rêvez ça que ça va arriver. Oui. Hein, ça parle de vous, ça parle pas du tout de lui. Oui. Mais à force de ne pas travailler votre angoisse d'abandon, vous risquez de provoquer ce que vous craignez. Oui. Donc votre rêve montre bien à quel point il est plus qu'urgent de travailler sur votre angoisse d'abandon. Parce qu'il est assez simple à décoder, hein, votre rêve. Oui, il semble. Il semble, oui. Donc, oui, je comprends, oui. Ouais. Après, ce qui sera intéressant, c'est d'aller comprendre d'où elle vient, cette angoisse d'abandon. C'est très intéressant, l'angoisse d'abandon, vous savez, Brigitte. Le petit enfant, s'il était abandonné, il serait en danger de mort. Donc l'angoisse d'abandon, elle rime avec angoisse de mourir. C'est la peur de la mort, hein, qui est là derrière. Par contre, nous adultes, je me suis permis de le dire en début d'émission, tout abandon est forcément une bonne nouvelle. Donc, on reste accroché, si vous voulez, à une angoisse de petit enfant. Et c'est là où moi, en tant que psychanalyste, j'irai travailler. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, si votre mari vous quitte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Un jour, on s'apercevra que c'était le moment que ça se passe. Et puis, vraisemblablement, en plus, Marine, dans votre histoire, il ne vous quittera pas. Hein. Mais non. Quand je suis ouais, mais celui qui m'abandonne, c'est que il ne méritait pas de rester à mes côtés, quoi. Oui, je comprends. Mais je comprends après ce que vous dites aussi, Brigitte, parce que c'est vrai que même quand j'ai des fois, je me réveille, je suis pas bien, donc je lui explique et même lui, il me dit mais je comprends pas pourquoi. Voilà, moi ça lui fait pas plaisir que je pense à ça. Et il se dit. Il pense que vous lui faites pas confiance, bien sûr. Oui, voilà, quelque part. À mon avis, c'est pas très utile de lui en parler. Mais du coup, j'ai arrêté de lui en parler. Vous avez raison. Parce que j'ai compris que ça servirait ni moi ni lui dans l'histoire. Oui. Et je crois qu'il faut, là en l'occurrence, moi je pense qu'en effet, ce serait bien que vous alliez travailler avec un thérapeute pour apprendre à être un peu plus autonome. Parce que c'est fini, vous êtes une adulte, vous êtes apte à gérer votre vie. Oui, ok, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, essayer d'aller comprendre. Si vous êtes plus sûr de votre capacité à gérer votre vie, vous serez moins dans cette angoisse d'abandon. Oui. Mais je comprends ce que vous voulez dire. En fait, j'essaye déjà d'y travailler dessus et j'avais l'impression justement d'avancer et en fait à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a ce cauchemar qui me rattrape en me disant mais en fait tu n'as pas avancé, alors que moi dans mon ressenti j'ai l'impression d'avoir essayé justement de prendre ce recul, de me dire voilà, on est ensemble, il y a notre relation, mais il y a aussi moi, ma personne, et d'ailleurs même si demain ça venait à se terminer, moi je continuerai d'exister, et j'essaye de bien séparer les choses, mais à chaque fois j'ai ce cauchemar qui me ramène à cette réalité, donc peut-être qu'il y a encore des choses à aller chercher, en effet, comme vous dites, en allant voir quelqu'un.
Oui, et puis à travailler sur, parce que Jean-Charles Bouchou l'a dit, et il a tellement raison. Derrière ça, il y a évidemment l'angoisse de la mort, hein, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut travailler que soi avec soi. Oui, mais moi je parlais du petit enfant qui serait en danger de mort s'il était abandonné. Et moi, quelqu'un m'a dit récemment, j'ai eu tellement peur d'abandonner que j'avais l'impression que j'allais mourir. Et ça, c'est vraiment une angoisse de nourrisson. C'est une angoisse de nourrisson. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez toute petite, Marine, pour que cette angoisse ait pris tellement de place? Là, comme ça, je dirais que... Enfin, en fait, si vous voulez, je suis... mon petit frère est handicapé. Pardon, excusez-moi, je suis un peu émue. Allez-y. C'est pas grave, Marie. Mon petit frère, donc, est handicapé. Oui. Et bon, mes parents ont toujours fait en sorte que je me sente pas délaissée et que j'ai la même valeur et que je prenne beaucoup de place. Mais je pense que vous avez forcément... vous êtes senti quand même un peu abandonnée. Je pense, oui, que mon frère, malgré lui, a pris beaucoup de place. Et moi, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je me fasse petite pour pas faire plus de vagues et plus de soucis que ça. Et peut-être que c'est dû à tout ça, je pense. En tout cas, c'est encore émotionnellement très très fort, donc forcément, il faut aller travailler ça, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui, donc merci à vous en tout cas d'avoir échangé sur ça, et je vais continuer à aller, voilà. Oui, aller travailler cette blessure, elle est très vive, et ça devrait être assez facile en plus, je pense. Parce qu'on a trouvé un bout de la racine, là. Oui, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose, à mon avis. Allez-y, vous allez gagner beaucoup de sérénité. Merci Marie. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée, au revoir. Et puis c'est le moment de jouer à notre jeu Grand Sapin de Noël sur Sud Radio. Donc peut-être que vous allez gagner justement un de ces cadeaux qui se trouve au pied du sapin. Peut-être que ce sera un séjour au Bellambra Club, peut-être un casque Bluetooth, des jouets avec notre partenaire Jouet Club. En tout cas, il y a beaucoup de cadeaux qui vous attendent au pied du Grand Sapin sur Sud Radio. Donc pour ça, il suffit de nous appeler au 0826 300 300 et ce sera on va dire le 11e appel qui gagnera. Allez, on se retrouve dans un instant avec notre Love Conseil et puis on va parler de la résilience d'une drôle de façon, vous allez voir, Jean-Charles Bouchou. Sud Radio, Brigitte Lahaie, le Love Conseil. Alors justement, pour illustrer un peu le sujet du jour, Jean-Charles Bouchou, j'ai pensé qu'on pouvait faire un Love Conseil sur la bonne scène de ménage. Parce que oui, le conflit, la scène de ménage dans un couple, c'est sain. Un couple qui se dispute pas du tout, jamais, c'est toujours un peu suspect. Ah, oui. Mais attention, une scène de ménage, c'est sain à condition que ce soit bien mené. Donc, il paraît même qu'on augmente sa longévité lorsqu'on sait se disputer. Normal, sa longévité personnelle. Je parle même pas de la longévité du couple. Et je trouve ça assez normal parce que ce qui est dit, ça sort de soi et ça provoque pas des ravages à l'intérieur de soi. Oui. Alors, comment se faire une bonne scène de ménage? Alors, il est certain qu'il faut franchement dire ce qui nous tient à cœur et puis de préférence pas attendre trop longtemps pour le dire. Et puis, il ne faut pas le dire à demi-mot. Si par exemple, vous supportez plus ces cadeaux idiots, vous le dites avec humour et humeur, mais vous évitez des allusions stupides, du genre tu es même pas capable de m'offrir ce que j'aurais envie ou des choses comme ça. C'est dévalorisant. On est bien d'accord. Il faut aussi éviter toute allusion perverse, notamment sur les capacités sexuelles ou le physique ou les compétences professionnelles, parce que s'envoyer des pics, c'est toujours un manque de respect, je trouve. Oui. Je proposais tout à l'heure à une auditrice, commencez vos phrases, si vous le pouvez, par « je ». Bien sûr. J'aimerais avoir tel cadeau, par exemple, plutôt que dire « ton cadeau, il est nul ». Exactement. C'est toujours essayer toujours d'être dans une critique positive, en quelque sorte. Et puis surtout, une scène de ménage, ça doit avoir une fin. Et j'ai tendance à dire que c'est celui qui va proposer en premier la réconciliation qui gagne, parce qu'il prouve que son affection est plus forte que son amour-propre. Oui, c'est vrai. Et puis attention, parce qu'une scène de ménage, c'est pas celui qui va crier le plus fort ou qui parle le plus le gagnant. C'est celui qui saura le mieux écouter l'autre et enregistrer ce qui a été dit. D'accord. Voilà. Et puis parfois, quand vraiment vous avez du mal à communiquer, que vous avez tendance à vous couper la parole, il y a toujours la possibilité du sablier.
qui fait que on va pas avoir le droit d'interrompre l'autre tant que... Ouais. Il y a des petites horloges pour les gens qui jouent aux échecs. Absolument, où vous pouvez mettre ça, le téléphone, vous mettez quelques secondes, 30 secondes. C'est important parce que c'est souvent parce qu'on ne sait pas écouter l'autre qu'on lui coupe la parole en disant mais non, c'est pas ce que je voulais faire, que la scène de ménage dégénère. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est ça une scène de ménage, parce que c'est quoi en fin de compte un conflit? Un conflit, c'est la rencontre de deux énergies de sens contraire. Imaginez, Brigitte, que vous ayez envie d'aller à la mer et que j'ai envie d'aller à la montagne. Nous voilà en conflit. C'est clair, oui. On va en sortir peut-être une scène de ménage. Mais peut-être qu'à la fin, on va arriver à un compromis. Alors, je vais devenir dominé, comme on disait hier. Bon, d'accord, on va à la mer, mais en contrepartie, la semaine prochaine, j'aimerais bien être le dominant et que nous allions à la montagne. Peut-être que nous sommes deux indépendants, que vous allez aller à la mer et pendant ce temps, j'irai à la montagne. Enfin, vous voyez, ou peut-être qu'on va renoncer tous les deux à notre désir et puis que nous irons à la campagne. À la campagne, absolument. mais au moins, ça sera communiqué et il n'y en a pas un. Et on a besoin de ce conflit, que le conflit puisse se dire. Ce qui est plus difficile, c'est quand mon conflit, il est interne. En même temps, j'ai envie et du contraire. Par exemple, j'ai un travail qui me rapporte de l'argent, mais je ne supporte pas mon chef de service. Donc, j'ai envie de partir de mon travail, mais j'ai envie de toucher mon salaire. Vous voyez le conflit interne, ça c'est très important de pouvoir l'exprimer et d'en prendre conscience pour pouvoir faire un choix qui sera, comme on disait tout à l'heure, un compromis. Peut-être que je vais me soumettre au chef de service pour garder mon salaire, peut-être que je vais renoncer à mon salaire pour pouvoir partir, peut-être aussi qu'il serait intéressant que je reste dans mon entreprise tout en commençant à chercher un travail ailleurs. Mais c'est important de l'avoir pensé. Mais si on accepte de se soumettre à son chef de service pour garder son salaire, rien que le fait d'accepter, ça sera déjà plus facile à vivre. On est sorti du conflit interne. On est d'accord. Bien sûr, on a pris une décision. C'est important de le dire. Alors, on va parler avec Martine Lanibel, qui nous a rejoint par téléphone, de la résilience, mais d'une drôle de manière, vous allez voir. Ça s'appelle La force de la faiblesse, avec le sous-titre Les sources de la résilience. Il y a une préface, évidemment, de Boris Cyrulnik. C'est aux éditions Odile Jacob. Et j'ai trouvé que c'était une belle manière d'expliquer justement à l'auditeur ce qu'est la résilience, parce qu'il y a plein d'exemples de la vie. Bonjour Martine Lanibel. Je ne sais pas comment on prononce votre nom, c'est Bail, c'est ça? Si on est dans le sud-ouest, on dit Lanibel, et dans le nord, on dit Lanibel. D'accord. Bon, et comme je suis du Nord, je vais dire Lanibel. Hein, ok, pas de souci. Vous êtes psychologue clinicienne, enseignante, chercheuse en sciences de l'éducation. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que vous évoquez la nature, les animaux, beaucoup de choses pour nous faire comprendre de quoi on parle réellement quand on parle de résilience. Et c'est vrai qu'on entend ce mot un petit peu à tort et à travers depuis pas mal de temps. Alors, d'abord, j'adore les chiens. Alors, vous imaginez bien que le chapitre sur les animaux où vous évoquez avec un vétérinaire que le chien est peut-être l'animal le plus résilient, ça m'a intéressé, évidemment. Oui, c'est vrai que j'avais été aussi très interpellée quand j'avais pu discuter avec ce collègue qui est un des rares à avoir étudié la résilience des animaux et des chiens en l'occurrence, parce que jusqu'à présent, on parlait plutôt des animaux et des chiens comme pouvant être support ou tuteur de résilience pour les humains, sans s'intéresser à ce que eux pouvaient vivre, voire subir dans le monde humain qui n'était pas leur contexte de naissance a priori, et auquel ils ont été domestiqués, peut-être plus ou moins contre leur gré au départ. Donc, ils ont sans doute des bénéfices secondaires. Je ne sais pas si c'est contre leur gré, mais en tout cas, ils ont appris à être dépendants de nous. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, je suis désolée, je me fais un peu plaisir, je parle du chien, Jean-Charles Bouchou, c'est qu'on a tendance toujours à penser que le chien, c'est un esclave. Il y a les gens qui n'aiment pas les chiens, d'ailleurs, ils le disent, j'aime pas le chien parce que c'est un esclave. En fait, non, c'est un résilient qui accepte de quitter son espèce très très jeune et qui s'adapte immédiatement à l'espèce humaine, en fait. Oui, immédiatement, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Plus ou moins, peut-être, selon les chiens, parce que c'est comme pour les humains, il y en a avec différents tempéraments, donc ils se plient plus ou moins, ils ont
personnalités peut-être qui vont exprimer de façon plus ou moins forte. Donc c'est pas forcément vécu de la même façon par tous, mais c'est vrai que quand ils vivent avec nous, ils vivent avec une autre espèce que la leur, et c'est pas forcément si évident que ça. Alors la nature aussi est énormément résiliente. Oui. J'ai été très intéressée quand j'ai réalisé qu'en fait ce terme-là, qui effectivement est utilisé maintenant, qui est banalisé, qui est un peu victime de son succès, tellement il a suscité d'espoir peut-être plus ou moins insensé. Et j'ai été très intéressée de voir qu'il existait dans d'autres domaines scientifiques, dans le monde de la mécanique, ce qui est l'origine de la métaphore, qui a été reprise chez nous, mais pas seulement, dans le monde du vivant aussi, et où on trouve des variétés extrêmement intéressantes, mais qu'il y a aussi un certain nombre d'invariants qui sont transversaux à ces différents domaines, et les mettre en évidence dans d'autres mondes que celui des humains était quelque chose de très instructif. En tout cas, ce qui est sûr, quand on lit votre livre, Martine Lanibel, c'est que la résilience, ça demande de la souplesse, et ça, je crois que on ne le dit peut-être pas assez. Un peu d'adaptation, évidemment, mais de la souplesse, quoi. De la souplesse, alors que pour l'intituler, le terme qui a été retenu, c'est celui de faiblesse, pas dans le sens négatif du terme, mais dans ce qui rapproche justement de la souplesse, c'est-à-dire qu'il faut une zone un petit peu d'amortissement des chocs pour éviter de casser, et de casser de façon définitive. Et c'est ça en fait qui permet que plus tard, parce que c'est jamais quelque chose d'immédiat, une résilience puisse se mettre en place quand il y a eu un choc, pour redonner une autre forme de vie à l'organisme qui a été touché, traumatisé, gravement, abîmé. Et d'ailleurs, il y a un très bel exemple que j'ai découvert dans votre livre, Martine Lanibel. Vous allez voir, Jean-Charles Bouchou, c'est intéressant. Il y a une époque où les voitures qui coûtaient cher et tout, c'était des voitures très très solides. Et les voitures des pauvres, c'était des voitures beaucoup moins solides. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un certain temps que finalement, il valait mieux une voiture pas trop solide parce qu'elle absorbait l'énergie du choc. Et donc, le chauffeur ou le conducteur, était moins abîmé que dans une voiture solide. J'ai trouvé cet exemple assez extraordinaire. Et dans les voitures d'aujourd'hui, on calcule des zones de déformation en cas d'accident. Absolument, absolument. Et c'est des exemples comme ça qu'il y a dans ce livre. C'est sympa. C'est très sympa, oui. C'est l'illustration même de ce que j'ai appelé la force de la faiblesse, quoi. C'est cette faiblesse qui rend fort, et si la force est une rigidité, à ce moment-là, elle devient cassante, et c'est comme le chêne par rapport au roseau, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc on trouve des exemples de cette sorte un petit peu partout, mais c'est vrai que celui au niveau de la voiture, ça a été longtemps ignoré. Et heureusement maintenant que les voitures sont construites pour permettre cette absorption, en plus des airbags ou autres. Voilà, pour... Oui, mais je trouve que cet exemple, enfin moi, il m'a vraiment frappé, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un exemple qui montre bien que être fort, c'est pas être solide comme un roc, c'est être capable justement de souplesse, de s'adapter. Alors vous parlez aussi d'un terme que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'écouisage. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on doit tourner le dos à la vie d'avant, c'est ça? Oui, surtout, on parle d'écouissage quand vraiment ça a été dans les extrêmes de la résilience, et où là, il y a eu une déformation qui a été imposée par le choc, complètement irréversible. Comme par exemple quelqu'un qui devient handicapé, par exemple. Voilà. Et si on essayait de revenir à l'état antérieur, on risquerait la rupture, alors là, qui serait complètement fatale, sans retour possible. Mais on ne peut pas revenir à quelque chose qui ressemble à la vie d'avant, parce que dans l'idée de résilience, il y a quand même l'idée de rebond et de pouvoir reprendre, l'organisme reprend à peu près sa forme antérieure. Alors que parfois, non.
Et donc l'écrouissage, pour rester dans les métaphores mécaniques, exprime bien cette notion-là. Il y a eu une torsion telle que chercher une torsion inverse pour revenir à une forme proche de la forme précédente serait vraiment l'occasion d'une rupture fatale. Bon, en tout cas, je trouve c'est un livre qui parle de la résilience un peu d'une manière différente de tout ce qu'on entend toujours, et c'est en ça que j'ai eu envie d'en parler dans cette émission. Merci Martine Lanibaille. Ça s'appelle La force de la faiblesse, les sources de la résilience. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Et puis, je crois qu'on l'a, notre gagnante. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, ravie de vous accueillir et ravie de vous offrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Ah, c'est fabuleux. Donc, vous êtes en effet le 11e appel et vous allez gagner. Surprise. Une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Ah oui, quelle belle idée. C'est chouette ça, hein, vous allez pouvoir, vous n'avez plus qu'à choisir le photographe professionnel parmi les 400 qui sont sélectionnés. Et puis vous pourrez choisir de vous faire photographier à votre domicile ou pourquoi pas en studio, en extérieur. Bon, en ce moment, pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais ça vous permettra vraiment d'immortaliser des moments en famille. Voilà. Eh bien, c'est très chouette parce qu'avec nos portables, on ne fait pas de belles photos. Donc, un vrai professionnel, c'est une très belle idée. Surtout que vous allez pouvoir l'imprimer, la mettre dans un beau cadre. Ça sera un beau souvenir que vous offre Sud Radio et la shootingbox.com. Eh bien, merci beaucoup. J'en suis ravie. Eh ben moi aussi, je suis ravie de vous faire plaisir. Félicitations. Voilà. Bon, en tout cas, on continue tous les jours dans toutes les émissions sur Sud Radio à vous offrir des cadeaux jusqu'au 25 décembre. Donc n'hésitez pas, vous restez à l'écoute et vous nous appelez et vous serez peut-être vous aussi comme Marie, l'heureuse ou l'heureux gagnant. Merci Marie. Merci beaucoup. Bon week-end. Petite pause, Jean-Charles Bouchon, et on va terminer avec un test que je vais proposer sans doute à Déborah qui nous a rejoint et qui a eu envie de participer au test que vous pourrez retrouver bien sûr sur le sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Jean-Charles Bouchou, je ne sais pas si vous aimez les tests, mais je trouve que parfois les tests, ça se permet de se connaître un petit peu mieux comme ça. Bon, il faut que ce soit toujours un jeu, il ne faut pas prendre ça au premier degré évidemment, mais ça peut être intéressant. Et c'est Déborah qui va jouer le jeu avec nous. Bonjour Déborah. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Déborah. Alors, c'est un test qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt matérialiste, plutôt dans la pleine conscience ou la dépendance affective. Ce sont 3 positions un peu différentes, mais on va voir ça ensemble. Je vous pose 10 questions, vous répondez par A, B ou C. Alors, première question, vous pouvez inviter quelqu'un de très connu. Vous allez choisir quoi ? Petit A, un homme politique important. Petit B, le pape ou l'équivalent suivant votre spiritualité. Et petit C, un sportif. Petit C. Petit C. Deuxième question. Si vous étiez célèbre, vous seriez plutôt un chanteur ou un comédien. Petit B, un philosophe. Petit C, un influenceur. Petit A. Petit A. Troisième question, si vous pouviez vivre jusqu'à 100 ans, vous aimeriez, petit A, garder le physique de vos 30 ans. Ça ne vous intéresse pas du tout. Garder l'esprit intact. Petit C. Petit C. Oui. Ensuite, quatrième question. Qu'est-ce qui vous fait éprouver le plus de gratitude ? Une promenade dans la nature. Petit B, une personne qui travaille bénévolement pour une association. Petit C, les infirmières. Petit B. Petit B. Alors, je ne sais plus où j'en suis, c'est la 4e, excusez-moi. Cinquièmement, si vous aviez la possibilité, que changeriez-vous de votre enfance ? Petit A, rien. 2, la de vos parents. Avoir plus de frères et sœurs. Petit A. Petit A, vous ne changerez rien. Oh, enfin quelqu'un qui a eu une enfance heureuse. Jean-Charles Bouchou, c'est à saluer quand même. Ouais, c'est rare, hein ? C'est rare, hein ? Alors, sixièmement, quelle est la qualité que vous aimeriez avoir ? Petit A, une possibilité de voler ou en tout cas de vous évader de votre corps. Petit B, la capacité de prévoir l'avenir. Petit C, de parler à un être cher qui est décédé. Petit C. Petit C, oh, puis alors là, vous avez répondu avec une vitesse. Septièmement, quel est votre rêve ? Quel serait votre rêve le plus fou ? Faire l'amour avec votre star préférée.
Avoir plus de temps disponible et petit C, gagner au loto. Petit B. Petit B, d'accord. 8. Qu'est-ce qui vous semble le plus important en amitié? A. Pouvoir tout se dire. B. Pouvoir demander de l'aide. C. Savoir qu'on n'est pas seul. A. A. D'accord. 8. C'était ça. 9. Votre maison prend feu. Qu'est-ce que vous sauvez en premier? Petit A. Votre journal intime. B. La photo de vos enfants. Petit C. Votre objet qui a le plus de valeur. Petit B. Les photos de vos enfants. Eh ben, dites donc. Excusez-moi, c'est parce qu'en même temps, je suis obligée de trouver le... Et dernière question, vous apprenez que vous allez mourir dans un mois. Que faites-vous? A, vous ne changez rien à vos habitudes. Petit B, vous dépensez tout et vous vivez à 100 à l'heure. Petit C, vous en profitez pour dire je t'aime à tous vos proches. Petit C. Petit C, j'étais sûre que vous alliez me répondre. Vous alliez me répondre ça. Alors, écoutez, c'est assez marrant parce que ce qui sort le plus, c'est 4 dépendances affectives. Et sinon, vous avez 2 matériels et 2 pleines conscience. Non, je dis une bêtise, vous avez 3 matériels et 3 pleines conscience et 4 dépendances affectives. Donc c'est assez équilibré, si on peut considérer qu'il y a 3 et 4. Hein. Donc c'est assez équilibré, donc vous êtes un peu matérialiste, vous êtes quand même un peu en pleine conscience, c'est-à-dire que vous avez quand même déjà bien avancé sur vous-même, mais ce qui l'emporte quand même, c'est la dépendance affective. Donc je vais lire la réponse de la dépendance affective, hein, puisque c'est ça qui quand même l'emporte un tout petit peu, même si c'est quand même très léger. Hein. Alors, voilà ce que ça, vous me direz si ça vous concerne. Quoi de mieux que de partager des bons moments avec quelqu'un? Vous n'avez pas envie de vous retrouver célibataire. La famille, les copains sont importants et vous êtes toujours prête à les aider. En amour, vous êtes totalement dévoué à l'autre, au point parfois de vous oublier un peu. Attention toutefois de ne donner que ce que l'autre désire recevoir et non pas ce que vous aimeriez vous recevoir. Ça vous parle, c'est un peu ça? Énormément. Énormément. Bon, ben voilà. Complètement. Ben voilà. Ben merci d'avoir joué, d'avoir fait ce test avec nous. Jean-Charles Bouchou, vous voulez réagir? Mot de la fin, non, mais c'est vrai, c'est amusant votre test. Il rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui et même hier avec nos auditeurs. Donc c'était bienvenu, ouais. Voilà, écoutez, vous pouvez tous, si vous avez envie de faire ce test, pourquoi pas avec votre partenaire. Hein. C'est drôle aussi de faire des tests en couple. C'est très amusant. Parce que ça permet Alors, quand on fait un test en couple, en revanche, je conseille de mettre les réponses chacun de son côté. Ouais, et pas trop mentir. ça, c'est... Mais je crois que Déborah, elle a vraiment joué le jeu. Elle a joué le jeu, hein. Totalement, oui. Merci Déborah, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Alors, il nous reste quelques minutes, 2 minutes et quelques pour conclure. Je rappelle d'abord le titre de votre livre, Les violences invisibles, aux éditions Le Courrier du Livre. Je rappelle que vous créez aussi des ateliers d'écriture. Oui, alors je crée des ateliers d'écriture et j'ai créé une formation à l'intention de personnes qui voudraient créer des ateliers d'écriture. Donc on n'hésite pas, on vous retrouve sur Internet et si on a envie de rentrer en contact avec vous. Et puis alors le mot de la fin, 2 petites pistes comme ça pour apprendre à se respecter, qu'est-ce que vous pourriez dire? Moi j'ai bien aimé l'idée qu'on a donnée tout à l'heure, redevenir le centre de son propre monde. Hein, bien comprendre que vous êtes le centre de votre propre monde et que personne n'a à prendre cette place. De toute façon, c'est une vue de l'esprit, on ne peut pas la prendre, hein, concrètement. Mais on peut que vous faire des crocs en jambes en espérant vous faire réagir. Donc, redevenez le centre de votre monde. Il y a une chose très importante que nous avons dit aussi, c'est même assez proche, c'est se recontacter à soi. Hein, on a vu à un moment donné que nous sommes déconnectés de nous-mêmes, nous sommes parfois même plus capables de savoir ce que nous ressentons. Donc trouver le moyen. Alors pour moi, la méditation, c'est génial. Je suis d'accord. La vraie méditation. Être conscient de sa respiration déjà, c'est quelque chose qui... Oui, nous avons vu à un moment donné donner-recevoir. C'est extrêmement important. Je ne peux pas que donner. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, être généreux, c'est vraiment une super qualité pour soi, parce qu'être généreux, ça rend heureux. Mais en même temps, accepter de recevoir, c'est une autre forme de générosité, en fin de compte. Hein. Une générosité pour soi. C'est laisser l'autre être capable de donner également, évidemment. Merci en tout cas, Jean-Charles Bouchou. On laisse tout de suite, bien sûr, la place à C'est votre avenir. Et puis donc, lundi, on sera avec Vincent Hupertan. Sujet un peu délicat, hein. On va parler de la virilité. Est-ce qu'actuellement, elle est un peu mise à mal? Il semblerait, en tout cas, c'est ce que j'entends, les hommes sont de plus en plus en panne de désir. À la faute à quoi? Est-ce que c'est les femmes qui seraient trop dominantes? Est-ce que c'est la pornographie, le stress? En tout cas, c'est un vrai sujet. On a du mal avec le masculin en ce moment, et le masculin, c'est une très très belle énergie.
Donc il faudrait que nous retrouvions notre masculin et que nous retrouvions notre féminin aussi, qui était aussi une très belle énergie. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que quand je rencontre des hommes, je les invite d'abord à rencontrer leur féminin. Et c'est quand on a rencontré son féminin qu'on peut facilement accueillir son masculin. Et je serais tenté de dire aux femmes aussi, accueillez votre masculin pour pouvoir rencontrer votre féminin, parce que j'ai peur que beaucoup de femmes aient pris de la distance avec leur propre féminin. Ce n'est pas mal d'être une femme, ce n'est pas mal d'être un homme. Et ça rejoint un petit peu le discours d'hier sur le dominant, le dominé. Les deux énergies existent en nous. Exactement. Eh bien, c'est notre sujet de lundi. Bon week-end à tous.